Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je félicite les organisateurs de ces journées d'études qui ont été extrêmement riches. J'avoue que j'avais une certaine envie de venir pour écouter et partager les nouvelles recherches avec on peut dire la relève, hein, parce que ça fait 25 ans que j'ai commencé mes recherches. D'abord je vais situer rapidement, d'abord sur Haïti, les pratiques du vaudou en Haïti dans la diaspora, et élargi ensuite aux questions migratoires d'un point de vue historique et contemporain. Et je vais situer mon propos d'abord en situant mon unité mixte de recherche. Donc Harry l'a dit, c'est le FEAC. Donc c'est un labo qui a été créé initialement, qui s'appelait le CRPLC, le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, en 1987, si je me souviens bien, qui est devenu ensuite le LC2S, le Laboratoire caribéen de sciences sociales. Et depuis 3 ans, nous nous appelons le FEAC, Pouvoir, Histoire, Esclavage, Environnement, Atlantique, Caraïbe. Et en fait, notre UMR, donc, c'est la seule unité mixte de recherche du CNRS en SHS dans la Caraïbe. Et donc, à partir de là, il y a 2 constats. Le premier, c'est que c'est une UMR assez utile pour des équipes de recherche hexagonales et internationales, notamment brésiliennes, canadiennes et américaines, qui ont besoin en fait d'un partenaire local et institutionnel pour légitimer des programmes de recherche qui sont pensés et fabriqués depuis l'extérieur et notamment depuis l'Hexagone. Et donc, ça illustre en partie une certaine asymétrie donc, entre centre et périphérie dans les politiques de recherche. Donc, à l'échelle de notre labo, qu'est-ce que ça produit ? Donc, c'est un laboratoire qui est composé davantage d'Antillais afrodescendants que de blancs métropolitains. Et on a eu le sentiment d'un décalage, d'une expropriation, puisqu'on sert souvent d'alibi opportuniste. Et au final, cela produit un certain malaise, celui de la persistance d'un rapport colonial. Et c'est très étrange pour un blanc métro comme moi, né à Bordeaux, de faire cette expérience. Alors, il y a des collaborations très fructueuses, plutôt équilibrées. Il y en a d'autres où on est un peu la 5e roue du carrosse impérial, où on a besoin de nous et on nous colle dans un projet qui est déjà tout construit. Donc, ça, plus largement, ça renvoie aux relations biaisées dans les pratiques de recherche entre ces territoires et l'Hexagone, et ça a été notamment évoqué dans certaines présentations. Et ces pratiques s'ancrent dans un impensé colonial dont certaines des manifestations ont été abordées ici, en partie avec la notion de colonialité, qui a été diversement questionnée et travaillée, et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc, mon UMR est également sollicité au local comme au national sur la problématique des enjeux de santé, vieillissement de la population, articulation entre environnement et santé, chlordécone, etc., les enjeux qui marquent durablement donc les territoires ultramarins, mais il y a un problème de ressources humaines disponibles sur place pour répondre à cette problématique. Cela fait écho à une donnée extraite de la feuille de route Outre-mer, la FROM, produite par le CNRS en 2022, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et ce document indique que parmi les 6 organismes de recherche présents dans les DROMCOM, donc départements, régions et collectivités d'outre-mer, le CNRS ne représente que 9% des ressources humaines, avec 72 permanents affectés, donc aussi bien les administratifs que les chercheurs, alors qu'il est le premier organisme de recherche français en termes de budget et de personnel. Et je trouve que cette donnée est assez symptomatique sur le déficit d'investissement de la recherche française dans les territoires ultramarins, alors même qu'ils sont désignés comme étant aux avant-postes des enjeux contemporains, notamment de santé et d'environnement. Maintenant, je voudrais parler de l'appréhension même de l'espace hétérogène formé par l'ensemble des territoires postcoloniaux de la France à travers la définition administrative, politique et institutionnelle de la notion d'outre-mer, qui est le cadre normatif mais ambigu qu'un certain nombre d'interventions ont abordé sans le nommer sous différents aspects, dont celui des acteurs institutionnels, de leurs pratiques, de leur représentation et de leur rapport aux populations de ces territoires. Il y a des présentations qui ont porté sur les questions des risques sanitaires et environnementaux et qui ont bien montré la bascule qui s'est opérée au sein des SHS françaises, bascule qui est explicitée dans l'ouvrage « Pandémie, fait social total » produit par Marie Gaille et Philippe Terral. Et ils ont notamment remarqué que les SHS françaises sont en effet passées d'un intérêt pour les perceptions du risque et leur acceptabilité par les populations
a un ensemble d'enjeux tels que les dynamiques de mobilisation, la construction des savoirs sur le risque et les modalités de gouvernement, là encore, qu'on a retrouvées dans plusieurs interventions. Et certaines présentations ont fait écho à ce que j'ai pu observer dans un sujet complètement différent, dans des documents des archives diplomatiques françaises consacrés à la gestion de la migration haïtienne dans la Caraïbe. Parmi les représentants de l'État français, il y a une véritable dissociation entre la réalité d'un héritage colonial qui persiste de différentes façons et les représentations et impensées de ces mêmes acteurs dans le rapport qu'ils ont à ces territoires et à leur population, perpétuant ce même héritage sous des formes renouvelées. Et cette remarque vaut aussi bien pour des acteurs politiques que pour des acteurs des institutions de santé, mais aussi pour certains chercheurs, chez lesquels la dimension postcoloniale dans toutes ses déclinaisons est un véritable point aveugle, et ce alors même qu'ils travaillent dans les territoires ultramarins. Et je vous prendrai l'exemple d'un programme de recherche auquel mon laboratoire a contribué et pour lequel j'ai travaillé, ou qui correspondait à l'ANR Flash après le cyclone Irma à Saint-Martin. Et donc, là aussi, c'est une question dont on pourrait se poser. On a retrouvé, donc il y avait 5 équipes de chercheurs métropolitains qui se sont retrouvés en même temps sur ce minuscule territoire. Et en fait, puisque le sujet nous a été imposé, j'étais chargé de travailler sur les présupposés socioculturels des populations locales dans l'appropriation des outils de gestion des risques anticycloniques produits par les scientifiques. Et donc moi, j'ai proposé de renverser le point de vue en travaillant sur les présupposés socioculturels des chercheurs donc, qui venaient travailler dans les territoires ultramarins en construisant une méthodologie de traitement. C'est l'analyse qualitative de données quantitatives avec les nouveaux logiciels là, qui sont en cours depuis une dizaine d'années maintenant. Donc ça a été assez compliqué, il y a eu beaucoup de résistance, mais parce que Saint-Martin était décrit dans le projet comme étant une société multiculturelle en faisant complètement l'impasse sur les héritages postcoloniaux que portait cette société, et c'était piloté par des géographes, et certains m'ont remercié à la fin pour leur avoir ouvert les yeux, notamment sur ce qu'on représente quand on travaille dans ces territoires au nom de l'État français, et de leur avoir ouvert les yeux sur notamment les hiérarchies sociales et ce que cela produit dans nos interactions avec les populations avec lesquelles on travaille. Donc il y avait un vrai effet de distorsion et on a eu, avec plusieurs collègues, on a eu vraiment ce sentiment de fait colonial toujours actuel. Ça nous renvoie également aux questions de réflexivité que certains d'entre vous ont appelé positionnalité, qui a donc été mobilisée, et je vois également une inflexion dans la recherche avec ce qui a été présenté. Quand j'ai commencé mes recherches, donc il y a 25 ans, c'était une évidence pour moi de mobiliser la réflexivité. J'ai effectivement travaillé donc sur le vaudou haïtien en Haïti, en étant blanc, sans être initié, et pour moi c'était une évidence de dire d'où je parlais. Et c'était un exercice auquel refusaient de se prêter certains de mes aînés, puisque c'était faire péché de psychologisation de la recherche. Et ça persiste encore chez certains d'entre eux, même qui sont plutôt jeunes. Et pourtant, le fait de se positionner par rapport à sa recherche, à son terrain, permet de situer sa parole, ce que l'on représente, ce que l'on porte parfois malgré nous, et ce que cela induit dans les relations avec les sources, avec nos interlocuteurs et dans la production des données. Et certains d'entre vous, justement, ont travaillé sur la production des savoirs. Et cela paraît d'autant plus important quand on travaille avec des populations et dans des territoires qui sont travaillés par des rapports de domination structurelle. De nos trajectoires personnelles et professionnelles, de notre sensibilité, de nos intérêts de recherche dépendent donc le regard que l'on pose sur nos sources et le rapport que l'on a avec nos interlocuteurs. Il en est de même pour les archives, qui en elles-mêmes ne sont pas neutres du fait de ceux qui les produisent et des contextes dans lesquels elles sont produites. Elles doivent donc être déconstruites en situant leurs différents biais, et le traitement que l'on fait de ces archives dépend d'un ensemble de facteurs, aussi bien personnels que professionnels, et même contextuels, qui doivent être explicités pour que l'on puisse tendre vers l'objectivité. Aussi, j'ai marqué que, bien qu'elle n'ait pas été traitée en tant que telle, la question des langues est sous-jacente à de nombreuses présentations, car pendant de nombreuses années, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur ces territoires sans parler les langues locales.
Et également, les questions raciales et genrées sont des thématiques transverses qui ont été abordées dans plusieurs présentations. J'ai également pensé, puisqu'on avait fait j'avais été sollicité pour organiser un séminaire là-dessus, sur la notion de crise dans les Outre-mer et des situations hétérogènes que cette notion recouvre. Mais on en a parlé avec Catherine. Les situations coloniales, donc je renvoie donc à Ballandier qui a forgé cette notion, mais aussi un article de Caroline Sévenot, qui a analysé pour voir si cette notion est effectivement applicable pour les territoires ultramarins et sous quelles conditions. Mais les situations coloniales ne sont-elles pas, par définition et en elles-mêmes, des situations de crise permanente ? Les présentations qui ont exposé et analysé des crises sanitaires, qui sont aussi des crises politiques, font écho à cette défiance qui structure les rapports entre ces territoires et l'État central. C'est en partie par rapport à cette relation de défiance que se déploient des stratégies et des ressources mobilisées par tout ou partie des populations de ces territoires. Et plusieurs présentations ont explicité ces stratégies d'évitement, de contournement, d'appropriation, notamment en ce qui a trait aux recommandations sanitaires et institutionnelles, avec par exemple l'usage des plantes et des thérapies associées. Mais on a pu remarquer que ce soit aussi bien dans le passé que dans le présent, ces recommandations sont quand même un fil rouge permanent de ces politiques publiques de santé. La problématique de l'enchâssement de ces territoires dans un cadre institutionnel national et européen s'est illustrée notamment avec ces cadres normatifs et ces standards extérieurs dans lesquels et parfois contre lesquels certaines pratiques de santé et certains acteurs doivent composer. Et cela était particulièrement visible dans les communications portant sur les propriétés et les usages des plantes aux multiples vertus, nutritionnelles, spirituelles, médicinales, etc. Et elles ont montré cette frontière ténue entre le remède et le poison qui peut exister pour une même plante et plus largement pour des pratiques et les savoirs locaux qui s'accommodent mal d'une vision binaire du monde qui prévaut parfois avec ces cadres normatifs et ces standards fabriqués et venus de l'extérieur. Et cela est particulièrement patent avec la mise en œuvre des politiques de santé publique qui se situent entre deux extrêmes. Donc d'un côté, elles sont fabriquées de l'extérieur et elles sont inadaptées au territoire visé. Et quand il s'agit de s'affranchir de certaines normes, du fait de leur coût financier, entre autres, ces politiques deviennent dérogatoires. Le rapport aux normes et aux standards se remarque également avec la définition de certaines maladies, comme la lèpre, dont la gestion suscite diverses formes de résistance. Et plus largement, cela illustre les rapports de pouvoir qui prévalent entre les différentes formes de savoirs médicaux. Et c'était particulièrement intéressant de voir comment se construisent ces différents savoirs, comment ils se transmettent, et les usages et les effets sociaux de ces savoirs. De là, la valorisation de ces pratiques et de ces savoirs locaux prend encore aujourd'hui la forme de résistance dans des contextes travaillés par des héritages post-esclavagistes et post-coloniaux. Et cela m'a fait penser à ces notions de bricolage et de syncrétisme qui ont été des marqueurs forts de la recherche dite afro-américaine en partant de Melville Herskovits il y a maintenant un siècle jusqu'à Roger Bastide en passant par Erika Bourguignon avec la notion d'ambivalence socialisée jusqu'à celle plus récente de compétences métisses construite par Elisabeth Cunin pour décrire les formes de socialisation des personnes racialisées. La notion de race est justement apparue en creux dans plusieurs communications et dans des travaux aussi bien historiques que contemporains, et sur la façon dont la race est construite par le prisme du corps et comment elle permet de catégoriser des populations et d'inscrire l'impensé colonial dans les corps et donc de façon durable. Et pour ce qui est de la dimension politique des questions de santé, qu'il s'agisse du chlordécone ou du diabète, et plus largement en ce qui concerne la gestion des épidémies, le gouvernement des corps et des populations, les recommandations font reposer la gestion de ces poisons et de ces maladies sur la seule capacité individuelle. Et ça m'a rappelé les travaux de Sandrine Revet, donc anthropologue des catastrophes, et notamment elle explique dans son ouvrage de 2018 sur les coulisses du monde des catastrophes, elle explique un système de gouvernance reposant sur les responsabilités des individus.
Et certains de ces dispositifs de système de gouvernance humanitaire, et c'est là où on peut voir le parallèle avec les politiques de santé publique, s'adressent à un public, je cite, dont la condition permanente est caractérisée par le fait de ne pouvoir compter que sur elle-même. Et cela fait écho à un certain niveau aux carences des systèmes de santé publique dans les territoires ultramarins. Cette réduction à l'échelle de l'individu par la gouvernance décontextualise les dynamiques postcoloniales et économiques qui ont produit ces poisons et ces maladies, tout en déresponsabilisant les groupes privés comme les institutions publiques et plus largement l'État en tant qu'acteurs à part entière de ces mêmes dynamiques. Ce gouvernement et cette gestion des corps et des populations passent souvent par la construction d'enjeux sanitaires érigés en problèmes publics. Et cette construction montre toute l'intrication entre un impensé colonial, une gestion technocratique peinant à prendre en compte les problématiques et les spécificités locales, et l'imposition de normes et de standards exogènes. Donc pour conclure, dans la pratique même de la recherche, de l'élaboration d'un projet à sa mise en œuvre sur le terrain, jusqu'à la restitution pour les populations avec lesquelles nous travaillons et dont nous faisons partie à différents niveaux, il nous revient de travailler de l'intérieur les politiques scientifiques des bailleurs et de nos institutions de rattachement. La co-construction de nos recherches avec les personnes concernées et la restitution et la valorisation de nos travaux en impliquant décideurs publics et populations concernées peut être l'un des chemins afin de désenclaver, de diffuser les enjeux de santé passés et contemporains de ces territoires et de leurs populations. Je vous remercie. Je tenais d'abord à vraiment remercier les organisateuristes de cet événement, de ces 2 journées d'études, et à chaque personne qui est intervenue. C'était extrêmement riche et je suis honorée d'être ici. Donc je suis Dr Liam Lancrero, je suis médecin de santé publique. Je n'ai pas du tout le même profil que les autres personnes. Néanmoins, prochaine slide. Je vais me présenter rapidement, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire pour cette deuxième partie de conclusion. Donc, je suis un homme trans-noir caribéen. Je viens de Martinique et de Guadeloupe, hexagonal. Hexagonal parce que j'ai grandi et vécu et notamment fait mes études dans la France hexagonale et que je n'ai pas, à part être rentré quand même très régulièrement aux Antilles et avoir grandi auprès de cette famille tous les étés, je n'ai pas de vécu insulaire à proprement dit l'année complète, et donc je ne partage pas toutes les expériences qui ont été témoignées là. J'ai un internet de santé publique qui est une spécialité à part entière, qui se correspondrait maintenant à un internet de santé publique ou de médecin de l'administration. Je suis fonctionnaire de l'État, médecin inspecteur de santé publique, qui est un corps qui a été créé notamment à l'origine pour la gestion des épidémies et des maladies, et qui a aussi notamment eu un apport significatif au moment où à la fin de la colonisation, et tous les médecins qui étaient dans les ambassades en fait ont dû être rapatriés sur l'État, et beaucoup ont rejoint ce corps de médecins inspecteurs santé publique ou d'autres associations dites humanitaires pour continuer à travailler sur le terrain. Donc, je travaille à l'ARS, l'Agence régionale de santé PACA. J'ai travaillé du coup à Nice et actuellement à Marseille, et j'ai travaillé sur tous les secteurs sur lesquels un médecin peut travailler en administration d'État. Ma conclusion sera très courte en fait. Je voulais revenir sur le principe One Health, une santé, qui est extrêmement utilisé maintenant, qui est poussé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et repris à son propre compte par notre gouvernement, qui ne voit plus seulement la santé sur le versant humain, qui était la santé globale, qui prenait à la fois la santé mentale, la santé physique, qui prenait en fait aussi la notion de bien-être et pas seulement d'absence de maladie, où là en fait on fait le lien notamment avec les animaux et un écosystème. C'est quelque chose qui ressort notamment avec les différentes épidémies et pandémies que l'on a vécues ces derniers temps, que ce soit la grippe, que ce soit le Covid-19, parce qu'il y a forcément un lien entre pathogènes, donc entre l'agent qui va causer la maladie, le vecteur,
qui est du coup la façon dont la maladie va se transmettre, et les réservoirs, où il peut y avoir des réservoirs communs, notamment entre les animaux et les êtres humains, et des passages en fait et des mutations de virus ou de bactéries entre les uns et les autres, qui font que la gestion des maladies ne peut pas se faire seulement d'un côté ou de l'autre. Néanmoins, pour moi, cette vision reste encore limitée. Alors oui, je critique l'OMS, mais cette vision reste encore limitée parce qu'on reste encore dans la gestion, dans la prévention des maladies. Et notamment, en fait, je mets les plantes entre parenthèses parce qu'elles sont encore pensées comme un espace vivant, mais encore autre, en fait. Mais pas pensées comme un tout ou seulement comme un écosystème qui soutient, en fait, ou sous-tend l'existence des animaux, des êtres vivants, des êtres humains, et qui, pour moi, du coup, n'est pas une réponse suffisante à la vision globale que l'on doit avoir, je pense, de notre planète, d'autant plus par rapport aux présentations qui ont été faites ces deux derniers jours. Ça me saute aux yeux, je tenais à le souligner. Donc, sur le plan d'organisation de la santé, c'est quand même partie du cœur de mes connaissances santé publique. Je tiens à souligner qu'il y a des outre-mer, il y a des systèmes de santé, des gouvernances, c'est bien ressorti. Va y avoir des ARS qui vont être liés directement au ministère de la Santé. Il va y avoir des gouvernances dédiées dans certains territoires. Il va y avoir des exceptions dans la loi, qu'elle soit la loi unique nationale ou des lois qui vont être décidées directement au sein des territoires. Il va y avoir des réponses organisationnelles qui vont devoir être systématiquement différenciées, puisque que ce soit lié au bassin de population, aux accès au transport. En ça, il n'y a pas une différence avec les différents départements et régions qu'il y a au niveau de l'Hexagone, mais on ne peut pas ignorer néanmoins que le traitement, la réponse et les fonds sont faits différemment, comme de la même façon en termes de gestion des données épidémiologiques, selon le bon visage que l'on a envie de mettre. Les territoires et régions et départements d'outre-mer vont être associés ou non aux statistiques qu'on va présenter dans les médias principaux. Donc on ne peut pas dire en fait qu'il n'y ait pas une santé gérée et pensée différemment dans les outre-mer, c'est un fait pour moi. De la même façon, un autre point qui reste saillant et différent, il peut y avoir une même limite géographique et donc une même population pour plusieurs acteurs. Parce que lorsqu'avant, il y avait effectivement la limite de département, qui est la même limite que du coup de région, qui est la même limite aussi que l'ARS, qui du coup représente l'État directement pour un même département qui serait la Guadeloupe ou la Martinique. Ce sont les mêmes acteurs qui vont se partager les missions avec les mairies ou les choses infraterritoriales, mais c'est la même limite géographique et il y a toujours cette difficulté à travailler ensemble pour les mêmes personnes. Et pour conclure, en fait, on a parlé de plein de différentes pratiques, mais toutes ces pratiques sont au service d'une même santé. Dans les différentes pratiques de soins qui ont été, j'ai parlé de pratiques de soins en général, qui ont été présentées, évoquées, que l'on parle de la médecine telle que moi, on me l'a enseignée à Nice, où j'ai fait mes études, que ce soit en fait les différentes pratiques de soins et de santé qui ont été présentées dans ces différentes présentations, et notamment on parle des plantes, mais indépendamment, parce que les plantes, en fait, juste parler des plantes ou de phytothérapie, c'est déjà un pan accepté et, je vais dire, contrôlé des médicaments, en fait, qui sont présentés par les pharmaciens et qui peuvent être prescrits par des médecins. Donc, parler juste des plantes ne suffit pas. Je vais utiliser peut-être le terme de médecine traditionnelle au pluriel que vous avez différents intervenants utilisés, parce que ce sont des pratiques de soins et qu'il y a en plus ces pratiques de soins des différents pans de ces pratiques de soins qui ne se limitent pas à une seule façon de penser la tradition. Et pour moi, en fait, ce qui ressort beaucoup et ce qui ressort aussi dans mes études, c'est la comparaison. Mais je ne comprends pas pourquoi comparer ce qui est incomparable. Ça n'a pas du tout le même sens, ça n'a pas du tout les mêmes acteurs, les mêmes connaissances. Et je poserai plutôt la question de juxtaposer, parce qu'il ne faut pas oublier que le choix, c'est le patient, la patiente qui l'a. Notre rôle en tant que,
je dirais, système de santé, mais en tant que médecin d'abord, et de travailler avec et surtout pour ces personnes-là, en fait, qui viennent nous voir avec des questions, des besoins de santé. Et la réponse peut pas être unique. Nous sommes chacun des individus. On va de plus en plus dans la technicité de réponse moléculaire, biomoléculaire, en fait, aux maladies que l'on connaît de façon de plus en plus poussée au niveau même ADN, etc. Pourquoi est-ce que de façon globale, holistique, on va décider qu'une seule est bonne par rapport à l'autre? Je pense que la réponse n'est pas elle n'est pas à moi de la donner, en fait. Et je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule réponse aussi. Ce qui m'a beaucoup touchée dans les savoirs, la transmission orale en fait des savoirs, quelque chose que j'ai beaucoup, que je vivais beaucoup quand je rentrais dans mes familles, dans mes îles. Et le vrai défi qui a été cité, de tracer sans dénaturer comment en fait garder ces savoirs, et puis comment les apprendre. C'est quelque chose que je n'ai pas pu connaître dans ma pratique de la médecine jusqu'à maintenant. Je suis forcément intéressée, mais comment en fait pouvoir accéder à ces connaissances, pouvoir aussi les intégrer dans une pratique sans dénaturer en fait ces savoirs qui ne sont pas pour l'instant miens et qui ne sont peut-être pas miens, uniques à être ou devenir. La place des patients dans le soin est quelque chose qui évolue beaucoup. Ça fait 20 ans que c'est déjà mis en place dans d'autres pays. Ça arrive enfin en France avec notamment les notions de patient expert, patient partenaire. J'étais très heureux de voir un patient intervenir justement en cas de ces journées d'études. Penser le soin sans les personnes pour lesquelles on le pense n'a aucun sens. On est en train de changer les choses. À la Respacer, on est un peu pionnier par rapport à ça. Et du coup, cette place des patients est aussi dans leur expertise, dans leur connaissance de leurs propres symptômes, mais aussi dans les choix auxquels on doit les accompagner. Et je terminerai par poser une dernière question. Quelle santé comme objectif? On parle beaucoup d'objectifs de santé, on parle beaucoup de chiffres. Chaque personne a son propre objectif de santé. C'est quand sa santé lui convient, quand elle ne lui convient pas. Et plutôt que de penser nous sommes des êtres à réparer, guérir à tout prix, plutôt nous penser comme être unique à part entière, capable de décider et être humain tout court.